Je salue avec joie nos auditeurs et téléspectateurs. Aujourd'hui, nous voulons présenter le livre de Michel Souka, intitulé Avec Philippe Vorbe au sommet du football haïtien. Et pour ouvrir cette présentation, nous allons lire un court texte très intéressant de Ralph Kernizan sur les débuts de carrière de son ami Philippe Vorbe. Selon lui, Philippe était un joueur très habile techniquement. Il avait un bon contrôle de balle, une bonne couverture de balle, était précis en exécutant des passes courtes et longues sur balles arrêtées comme en mouvement. Il était capable de donner à la balle toutes les rotations. Comme au milieu de terrain, il se rendait toujours disponible pour la recevoir tout en ayant la capacité de bien la ressortir. Sa vision du jeu lui permettait de l'orienter selon les situations et il possédait également une frappe lourde et précise sur les balles roulantes. Il a commencé à s'entraîner intensément lors de son premier contrat à New York où il a découvert le circuit des 6 tours, c'est-à-dire une méthode d'entraînement axée sur les filières énergétiques. À mon humble avis, cette expérience a été déterminante pour la suite de sa carrière comme journaliste, éducateur et entraîneur. Sa sensibilité sportive ainsi que sa compréhension du manuel de la FIFA, intitulé Académie de football, ont aussi fortement contribué à approfondir sa compréhension du football. Alors Philippe, c'est un passionné qui continue encore aujourd'hui à partager avec nous son savoir et son expérience. J'ai eu pour ma part le privilège d'être son coéquipier au Violet Athletic Club où j'ai vécu les 3 plus belles années de ma vie. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, voilà donc le texte de Ralph Kernizan que j'ai voulu lire et qui illustre l'irréductible amitié entre Philippe et lui. Ce livre remarquable de Michel Souka, je rappelle, est consacré à Philippe Vorbe, intitulé Avec Philippe Vorbe au sommet du football haïtien, paru aux éditions C'est Toi à Port-au-Prince en 2014 et qui se veut un hommage rendu aux entraîneurs et joueur de la sélection nationale de football de 1968 à 1974. Alors, je voudrais, si possible, vous montrer la première de couverture de ce très beau livre, hein, à peu près, je dirais, de 196 pages. Et Philippe et Michel ont fait un travail, si vous voulez, tout à fait formidable. Et même quand je vous offre la vue de la première couverture, vous voyez qu'il y a une très belle photo de Philippe Vorbe là, et il est en compagnie de son père. Bien sûr, il est un peu plus grand que lui. Et là, il y a des trophées, une sorte de coupe, si vous voulez, de coupe de football. Et c'est probablement cette coupe que Philippe a reçue pour être l'un des meilleurs joueurs dans un match joué contre le Chili en Haïti. Alors, comme demi-terrain, comme milieu de terrain, alors Philippe a vraiment brillé dans ce match et d'après, si vous voulez, tous les analystes, bon, vraiment, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Eh bien, ce livre-là de 196 pages, on peut en parler et il y a eu, je crois, plusieurs interventions. D'ailleurs, celle de Patrice Dumont qui nous dit que, bon, voilà, c'est la plus belle opposition de l'équipe de Tupuyo le 14 avril 1974 à Port-au-Prince contre le Chili. Alors, je rappelle, c'est le match-là où Philippe a reçu cette coupe de football à cause d'une brillante participation. Il a été, enfin, on a dit qu'il a été le meilleur joueur, si vous voulez, de cette rencontre. Maintenant,
on peut passer à autre chose, mais la culture, c'est la culture, l'histoire, c'est là, l'histoire est toujours entremêlée de culture, etc., des faits qui ont été accomplis par les ancêtres, si vous voulez, les premiers Haïtiens très braves qui ont voulu vraiment créer, qui finalement ont créé un pays et qui ont pu recouvrer leur liberté. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'épopée de 1804. Mais euh, Philippe Vorbe et Michel Soucard, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire, mais ils ont appelé le premier texte notre dernière épopée. C'est-à-dire, vous savez, Haïti a eu, si vous voulez, une très longue histoire, mais ce n'était pas très, très facile, si vous voulez, de parler d'épopée, excepté quand a eu lieu la lutte qui a abouti à la décolonisation, à la liberté et surtout à l'élimination, si vous voulez, de l'esclavage, c'est-à-dire un truc qui a duré une pratique, si vous voulez, effroyable, une pratique vraiment insupportable et inexcusable qui a duré des siècles et des siècles et des siècles. Alors, il a fallu cette armée, si vous voulez, indigène, qui a eu, si vous voulez, des commandeurs assez habiles pour pouvoir trouver, si vous voulez, le moyen de rejeter les colons à la mer pour pouvoir proclamer l'indépendance de l'île. Et quand Michel Soucard et Philippe parlent de notre dernière épopée, bon, bien sûr, c'est un transfert. C'est un transfert qui est fait, si vous voulez, dans un contexte militaire, militaro-révolutionnaire, etc., qui a abouti à l'apothéose des 1804. Et bien maintenant, alors, ils veulent passer au sport et ils veulent utiliser plus ou moins le même vocabulaire. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment lorsqu'on dit épopée? Eh bien, épopée, c'est quelque chose de grandiose. Vous savez, il y a de la poésie, l'épopée, si vous voulez, c'est la description de certains faits par des héros, par des gens, si vous voulez, remarquables, braves, des guerriers extraordinaires. Et voilà pourquoi la littérature de l'Antiquité, la littérature du Moyen Âge est pleine, si vous voulez, d'épopées. D'ailleurs, l'épopée implique un peu des actions où on relèverait ce que l'on appelle le merveilleux en histoire ou le merveilleux en littérature. Donc voilà pourquoi Michel Soucard, voilà pourquoi Philippe Vorbe, voilà pourquoi ils ont pensé qu'il fallait appeler cette montée vers la lumière de la sélection nationale haïtienne comme une épopée. Parce que l'épopée en Haïti est toujours liée à cette lutte mythique des ancêtres qui ont pu finalement libérer toute la collectivité, qui ont pu rejeter, si vous voulez, cette forme d'horrible, si vous voulez, assujettissement d'une partie, si vous voulez, de l'humanité, et vraiment pour pouvoir recouvrer la liberté. Alors, si on parle de l'épopée, si on place l'épopée dans un contexte beaucoup plus moderne et surtout un peu plus sérieux et qu'on voudrait peut-être que cette épopée-là dépasse disons, le contexte littéraire, eh bien, l'épopée serait des faits d'armes qui auraient été accomplis par les pères fondateurs. Quand je dis pères fondateurs, je sais que vous savez ce que je veux dire. Je veux faire référence d'abord au grand Toussaint, au grand Dessalines, au grand Pétion et au grand Christophe. Ce sont des gens qui ont compris qu'il fallait mieux mourir plutôt que de rester dans cet assujettissement, dans cette sorte d'horrible esclavage qui avait duré des siècles. Alors voilà comment et peut-être pourquoi, et ça, je crois que je donne un peu la cause, pourquoi on appelle ce changement qui est fait qui a été accompli, si vous voulez, dans le sport en Haïti,
Pourquoi on veut parler d'épopée? Parce que c'était presque impossible de croire qu'un jour, que notre cher Haïti aurait participé au championnat mondial de football, au mondial, comme on dit, d'une façon plus moderne. Et voilà qu'Haïti encore participe cette année. C'est vrai que c'est après 52 ans d'absence, mais quand même, il y a une participation. On a dû jouer beaucoup de matchs et dans des situations pénibles pour pouvoir arracher des victoires, assez de victoires pour, disons, nous accorder la qualification de participation à la Coupe du Monde de 2026. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que participer à la Coupe du Monde, c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup de joie. Hein. Il y a beaucoup de fierté. Oui, c'est vrai. Mais cependant, eh bien, il faudra penser au rendement, il faudra penser aux objectifs qu'il faudrait atteindre. Et là, ça change un peu la chose. Pourquoi? Parce que, enfin, vous savez autant mieux que moi, peut-être même, que Haïti fait partie d'un groupe qui est, disons, tout à fait terrible, où il y a de grandes équipes qui ont des traditions, si vous voulez, de remporter ce championnat mondial, comme le Brésil, etc. Maintenant, et il y a d'autres équipes, si vous voulez, qui font, d'autres pays qui font la relève. Donc, participer, être qualifié pour le championnat mondial, c'est une victoire, mais se débrouiller et faire d'une façon que l'on puisse vous appeler, bon, c'est une équipe brillante, c'est une équipe qui a brillé au cours du mondial, ça, c'est autre chose. Donc, alors, j'avoue que tout pays qui participe au championnat mondial se trouve dans une situation périlleuse, dangereuse, et vraiment, ça peut tourner, disons, à la défaite. Alors pour Haïti, pour le moment, je vais pas faire tout un discours, mais je dois quand même dire qu'il y a des choses qu'on n'approuve pas, il y a des choses qu'on dénonce, et c'est dans le monde international. Ce ne sont pas les seuls Haïtiens qui parlent. Je parle de d'autres gens, d'autres étrangers qui n'ont rien à voir avec Haïti et qui pourtant ont dénoncé, si vous voulez, cette mauvaise pratique, si vous voulez, de certains arbitres qui tendent à vraiment agir de manière tout à fait injuste vis-à-vis d'Haïti, vis-à-vis de notre équipe haïtienne. Donc, alors, je reprends cette petite analyse du fameux livre Michel Soucard avec Philippe Vorbe au sommet du football haïtien, qui a été publié à C3 en 2014. Bon, bien sûr, on dit que c'est l'un des meilleurs livres, mais c'est quand même très excitant de lire le parcours, si vous voulez, de cette équipe nationale, parce que avant, on a dû avoir d'abord, je dirais, une sorte, comment on appelle ça, hein? Ce sont des pratiques peut-être footballistiques, mais qui prennent beaucoup de temps, c'est-à-dire pour agir dans le milieu qui veut vraiment franchir certaines limites. Par exemple, pour Haïti, nous savons que c'est vrai que Haïti a donné beaucoup de joueurs, beaucoup de fameux joueurs, Joe Gaethje, Gérald Egg et tant d'autres, Fénol, qui était un buteur tout à fait remarquable, et beaucoup d'autres, Oba et maintenant Vorbe et les autres. Mais ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu avoir d'autres entraîneurs, des gens qui ont eu une expérience, disons, internationale pour vraiment relancer le football haïtien. Et ce livre-là est consacré à cette formation nationale, si vous voulez, d'Haïti, celle qui a participé au championnat mondial en 1974. Alors là, c'est vrai que peut-être Haïti n'avait pas gagné en un mot, mais quand même, c'était un grand pas accompli parce que on a participé au mondial. Nous avons eu notre Mano, notre immortel Mano, qui a pu vraiment euh, 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 euh,
notre Zoff, qui a été imbattable pendant 2 ou 3 ans, ou de suite, je ne sais pas, mais quand même, nous avons éprouvé, grâce à Mano, grâce à Vorb, grâce à cette sélection de 1974, nous avons éprouvé beaucoup d'honneur à célébrer avec eux leur participation, même si au fond, on n'a pas fait grand-chose. Mais le fait même d'avoir été l'une des équipes, l'un des pays à avoir participé au mondial de 74, eh bien voilà, c'est quelque chose, c'est un souvenir tout à fait impérissable. Et nous le devons justement à cette sélection de 1974. Et ce que j'aime beaucoup plus, enfin, avec le livre de Michel Soucard et de Philippe Vorb, c'est que ils ont pris le temps d'ajouter des photos de toutes ces grandes vedettes qui nous ont rendus si fiers de notre pays, de notre sport, etc. Bon, c'est vrai que le football est appelé le sport roi, mais c'est pas seulement dans le monde international, c'est aussi en Haïti, où tout petit, où vous circulez quelque part en Haïti, vous voyez des gosses, si vous voulez, qui jouent avec, disons, des balles, en fait, de n'importe comment. Mais quand même, on remarque, on relève toujours cette passion du football qui est là et qui va, bon, probablement, certainement, je dirais même, qui va toujours rester, si vous voulez, au cœur des Haïtiens, au cœur des gens comme nous qui aiment tant le football. Et ensuite, ce livre-là met l'accent sur le rapport que crée le football entre certaines personnes, c'est-à-dire des gens qui, sans le football, ne se parleraient même pas. C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on parle des classes sociales, moi, je veux rester très loin de tout ça. C'est pas le moment vraiment d'en parler, mais le football, est magique. La magie du football sert à réunir des gens qui, sans un contexte, si vous voulez, footballistique, ne se parleraient même pas. Mais c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est-à-dire au stade Silvio Cator, où il y avait des endroits où s'asseyaient ces fans. D'ailleurs, nous avons eu des fans du Violet, des fans du Racing, du Victory, de l'Étoile et tant d'autres avant. Mais je dois dire que ces quatre-là, le Racing, le Violet, l'Aigle Noir, 5 plutôt, eh bien, se partageaient les fans au stade Silvio Cator. Et ils s'asseyaient presque tous en face de cette tribune que l'on appelle, je ne sais pas pourquoi, tribune officielle. Je suppose que c'est là que s'asseyent les autorités, les représentants du gouvernement, etc. Si le président va au match, je suppose que sera placé à la tribune officielle, quoi. C'est-à-dire cette grande enfin cet endroit-là qui est au centre du stade Silvio Cator. Donc, je tiens à dire encore quelque chose. J'ai parlé déjà de l'épopée de 1974 et qui est un peu comparable à ce que à l'action, si vous voulez, de nos pères fondateurs. Voilà pourquoi on appelle ça l'épopée de 1974. 52 ans après, voilà, on revient au mondial. Bon, la position des fans au stade, je viens de le faire. Il y a des gens, des fans du Racing, des fans du Violet, de l'Aigle. L'Aigle Noir, c'était, je dirais, beaucoup plus du côté du cimetière, tandis que le Violet et le Racing, c'était en face de la tribune officielle. Ils s'asseyaient presque ensemble, même si ils se comparaient toujours et les uns attaquaient les autres, c'était toujours
soit, enfin, on aime beaucoup le Racine, ou bien on le déteste, ou soit on aime beaucoup le Violette, ou on le déteste. L'Aigle Noir, un petit peu entre les deux, et qui partageait les fans, si vous voulez, mais on peut pas être Violette et Racine à la fois, parce que ce serait le contraire. Donc là, c'était tout à fait inadmissible, et il y avait toujours une politique et comment je dirais ça, c'était avec permanence, cela s'affirmait avec permanence, c'est-à-dire cette polémique qui a existé entre ces deux grandes équipes, le Racine, le Violette, ou si vous préférez, le Violette et le Racine. Maintenant, ils ont eu beaucoup de problèmes sur le terrain du petit séminaire. Bon, ce qui a été relaté dans le livre de Patrice Dumont, et aussi, on l'a dit, dans le livre de euh, Michel Soucard et de Philippe Worb, on a parlé de cet événement. Et cela, en principe, a montré non pas simplement là, jusqu'où va la passion du football, mais ce serait un petit peu parler de politique et d'idéologie et de sport en même temps. Parce que c'est un fait qui a eu lieu vers les années, bon, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais plus ou moins 1964, parce que j'étais là, et ça a failli vraiment être tragique, parce qu'il y avait des gens qui avaient des revolvers, des pistolets, il y avait des militaires, il y avait de grands macoutes notoires et qui menaçaient les pauvres gardes violettes. Et ça montre une claire délimitation, si vous voulez, entre ces deux passions-là. Il y a une passion du côté du violette, il y a une autre passion du côté du racing. Mais il y a autre chose. Il y a également cette notion de couleur. Et en Haïti, je dois faire cette critique, ça dure toujours et on en parle encore. C'est-à-dire des gens qui sont mulâtres, enfin, on éprouve le besoin de distinguer ceux qui sont noirs, ceux qui sont mulâtres, et on pense que la couleur appartient à une classe. Donc, alors, ce sont des choses très, très compliquées. Mais vous savez, Haïti est un pays qui est sorti de la colonisation. Et les gens, les grands soldats, les plus braves des braves, eh bien, ont été vraiment des Noirs qui sont sortis d'Afrique, qui ont eu encore une progéniture sur la terre des Caraïbes, et finalement, ils ont pu rejeter et abolir l'esclavage dans les faits par une guerre qui a duré, mon Dieu, plus près d'une quinzaine d'années, où des milliers de gens, si vous voulez, ont péri. Mais je remarque également que chaque fois qu'on parle de la lutte d'Haïti pour l'indépendance, on essaie d'évoquer une certaine cruauté de Jean-Jacques Dessalines. Mais cependant, on ne dit jamais tous les soldats haïtiens qui ont péri noyés et qui ont subi, si vous voulez, d'atroces tortures et qui ont été, je dirais, délibérément assassinés. Hein? Donc, on ne parle jamais. Donc, c'est quelque chose d'anthropologique, si vous voulez. On parle toujours ah mon Dieu, de Jean-Jacques Dessalines, qui a réalisé l'un des plus beaux et l'un des plus grands rêves qu'ait fait l'humanité. Eh bien, voilà, on veut le transformer en bourreau plutôt que libérateur. Quelqu'un qui a créé un monde, quelqu'un qui a créé la liberté pour toute une collectivité, surtout après 3 siècles, si vous voulez, d'esclavage. Alors là, au lieu de dire qu'il a été vraiment très généreux, qu'il a essayé d'améliorer notre humanité, enfin, j'ose dire notre humanité, mais à cette époque-là, c'était notre inhumanité, n'est-ce pas? Au lieu d'applaudir des deux mains, on préfère dire qu'il était le bourreau, si vous voulez, des Français. Et pas du tout, au contraire, il a toujours été un libérateur. Alors, après la position des femmes,
lorsqu'il s'asseyait au stade, on a parlé de la carrière des entraîneurs. Et là, c'est sérieux, parce qu'en Haïti, justement, ce qui n'allait pas, c'est qu'il n'y avait pas d'entraîneurs autrefois. C'est-à-dire des gens qui ont été formés à l'école, des gens qui comprennent ce que c'est le sport, des gens qui comprennent comment préparer une équipe de manière nationale et ou d'envergure nationale. Et c'est ce qu'a fait Zoupim. Zoupim était l'un des plus grands joueurs, si vous voulez, du Racing, et pourtant, miracle, c'est Tassi Zoupim qui est devenu l'un des derniers entraîneurs du Violette. Et il a été également l'un des grands entraîneurs de l'équipe nationale. Bon, bien sûr, avant de devenir au Violette, bon, on a eu des problèmes avec Tassi parce que c'était lui qui faisait tout, disons, au niveau national, choisir la sélection des joueurs, etc., etc. Et on sait que le Violette a un petit peu souffert de ce genre de choses. Il y a des gens comme Gabriel, des gens comme Soré, et des gens comme Marc-Antoine, des gens comme Tinene, des gens comme enfin d'autres gens du Violette qui ont fait partie du Violette et qui n'ont pas pu participer à la sélection nationale de notre pays. Alors, à la page 14, j'aimerais lire quelque chose sur Eduardo Galeano, qui est un grand auteur uruguayen. Oui. Alors, regarde ce que dit Eduardo Galeano. Citation, je ne suis qu'un mendiant du beau football. Je parcours le monde, chapeau en main, et dans les stades. Je supplie une belle action pour l'amour de Dieu, et quand une belle action se produit, je remercie le ciel sans qu'il m'importe le moins du monde de savoir quel est le club ou le pays qui me l'offre. Hein, ça, c'est très beau, hein, d'Eduardo Galeano, l'un des plus grands écrivains uruguayens. Je vais vous offrir également quelque chose d'Albert Camus, notre Albert Camus. Albert Camus disait, en parlant du football, qu'il devait au foot ce qu'il savait de mieux sur la morale et les obligations des hommes. Dis-moi quel football tu aimes, je saurai qui tu es. Alors là, ce sont des citations de deux de nos plus grands écrivains, Eduardo Galeano et Albert Camus. Moi, j'éprouve vraiment beaucoup de sensibilité quand j'essaie d'analyser un peu ce qu'a dit Camus. C'est-à-dire, Camus déclare, un si grand écrivain, Camus déclare que c'est le football qui lui a appris presque tout dans la vie à cause de cette capacité, si vous voulez, de travailler ensemble. Moi je dis toujours aux gens qui m'interrogent là-dessus, peut-être à qui je donne des entrevues, que le football m'a beaucoup enseigné. J'ai beaucoup appris. Pourquoi? Parce que c'est un jeu collectif. C'est-à-dire, on peut réaliser, on peut faire des miracles si on pratique un jeu collectif. Et lorsque vous faites le contraire, eh bien, vous êtes appelé à perdre. À moins que l'équipe là qui est avec vous sur le terrain est nulle. Autrement, vous ne pratiquez pas un jeu collectif sérieux, vous voulez faire ressortir votre orgueil en faisant des choses inimaginables, vous allez perdre le match. Parce qu'il faut savoir jouer, hein, il faut jouer un jeu collectif. Il faut adopter un jeu collectif. Et c'est ce que, justement,
Albert Camus vient de nous faire comprendre. Voilà. Alors, autre chose qu'on peut parler, qu'on peut mentionner, il y a la passion de Philippe. La passion de Philippe Vorbe pour le football, eh bien, c'est quelque chose qui a commencé très tôt. Vous savez, ce sont des gens qui avaient une vie plus ou moins en Haïti et qui habitaient, enfin, c'était une grande famille près d'une douzaine de personnes, hein, comme ça, et ils avaient une petite pelouse, on leur a donné une balle, et puis voilà, dès l'âge de 7 ans, de 8 ans, notre Philippe a commencé à pratiquer un petit peu, et puis il faut dire qu'ils habitaient pas loin, qu'ils n'habitaient pas très loin du stade Silvio Cator. Donc alors, lorsqu'il y avait match, les foules hurlaient, applaudissaient, manifestaient leur joie ou leur mécontentement, eh bien, eux, à la rue Capra, eh bien, ils pouvaient l'entendre. Ils pouvaient l'entendre. Et c'était là le début de cette passion, si vous voulez, footballistique de cette famille. Et puisque le père était un peu, enfin, ingénieur et puis un peu actif, aimait beaucoup ses enfants, alors on lui demandait, et les enfants là lui demandaient pourquoi on ne va pas au match, puisqu'on entendait les bruits, les applaudissements, les bruits de mécontentement et tout ça. Le stade n'était pas trop loin de chez eux. Eh bien, finalement, il les a, enfin, ils sont allés au stade et là a commencé, si vous voulez, cette passion du football. Mais chez eux, ils avaient une petite pelouse et sur laquelle on pouvait plus ou moins jouer et faire rouler la balle. Et c'est à ce jeune âge que justement que Philippe a appris à aimer le football. Bon, alors il y a autre chose. Mais je dis que ce livre-là, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a d'abord le football et la politique, c'est-à-dire on parle du Racine et du Violette, et on disait même que Marie-Denise, la première fille des Duvalier, était la marraine, si vous voulez, du Racine, etc., etc. Et il y avait beaucoup de gens qui voulaient que son nom soit prononcé chaque fois qu'on parle du Racine, etc. C'est justement pour faire peur aux autres, puisqu'on sait que la marraine de l'équipe, c'est Marie-Denise, la fille chérie du dictateur. Donc, alors là, les, les racinistes vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et puis, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas contrecarrer ce qu'ils voudraient faire. Alors, Philippe a fait une rencontre dans sa vie, mais lorsque je le vois la prochaine fois, je vais lui poser certaines questions là-dessus. Philippe a pu rencontrer Joe Getchins sur le terrain, bon, on veut dire le terrain du bolide, mais on peut dire le terrain bolide. Et c'était à la Lue, c'était un ancien terrain du collège Simon Bolivar. Et là, moi, personnellement, votre serviteur, j'ai vu jouer tous les grands noms, les mythes, si vous voulez, du football en Haïti. Gérald Egg, j'ai vu Gérald Egg. Probablement, j'aurais pu rencontrer peut-être Joe Gaethje sans même le savoir. J'ai vu Franz Adam, des entraîneurs. J'ai vu presque toutes les équipes de première catégorie, si vous voulez, du Violette, qui, durant les vacances d'été, venaient s'amuser au terrain bolide. C'est là que j'ai pu voir Gérald Egg, c'est là que j'ai pu voir les Kirby, c'est là que j'ai pu voir Jackie Lamar, d'autres gens qui pratiquaient un peu au cours des vacances sur ce terrain. Donc, il y a plein de souvenirs, si vous voulez, impérissables dans ce livre. Et il y a la rencontre avec Joe Getchins. Mais si je vous demandais, vous qui m'écoutez, qui était Joe Getchins, qu'est-ce que vous allez dire? Le nom peut-être vous dira quelque chose, puisque les Getchins, on parle de Getchins même sans savoir si ce sont des gens qui étaient liés à ce grand Joe Getchins qui a permis
en 1950 qui a permis, qui a même, c'est lui qui a réalisé la victoire des États-Unis sur l'Angleterre. Eh bien, les États-Unis ont battu l'Angleterre 1-0 et devinez, le but a été marqué par Joe Getchins. Joe Getchins est considéré comme l'un des plus grands héros, si vous voulez, des sportifs haïtiens, mais malheureusement, il est beaucoup plus connu dans le monde international. Et si je demandais aux gens de la communauté haïtienne qui était Joe Getchins, etc., je ne crois pas qu'ils auraient, disons, quelque chose à dire, puisqu'on ignore tout à fait Joe Getchins. Alors, chers amis auditeurs et téléspectateurs, je dois dire que nous allons faire une conclusion. Mais je crois qu'il faut avant dire que Michel Souka et Philippe Vaub ont écrit un chef-d'œuvre, si vous voulez, que j'ai en main. Et le problème, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait vraiment compter tous ceux qui ont participé à la gloire, si vous voulez, de la refonte de l'équipe de football d'Haïti. C'est pourquoi ils ont commencé par Antoine Tassi, qui était une cheville ouvrière, si vous voulez, de cette action, parce qu'il n'aurait pu le faire sans le secours, sans le concours, sans la participation d'Antoine Tassi, qui s'appelle véritablement chez nous Zoupim. Et puis des joueurs comme Joseph Oba, qui nous est venu du Cap, mais qui est un très grand joueur, quelqu'un qui a disons, qui a montré, si vous voulez, ce dont il était capable, c'est-à-dire que cela soit en attaque, quand il attaquait l'équipe adverse, ou bien pour pouvoir replier, si vous voulez, pour participer à la défense, eh bien, c'était quelqu'un, si vous voulez, qui était tout à fait impayable, un grand bombardier, si vous voulez. Oba, c'est un grand bombardier, c'est un grand joueur. Je lui donne, je le découvre. Donc, Guy Sainville, voilà. Guy Sainville, on a l'habitude de dire que Guy Sainville était le Pelé de cette équipe, c'est-à-dire qu'il était interdroit. Et puis, il y avait Claudel Legros, un vétéran de la défense du Victory, qui a fait tant parler de lui. Henri Francillon, qui a fait parler de lui aussi, qui était du Victory avant de passer aux Violettes. Et puis, il y a eu Claude Barthelmy, qui a été un grand extérieur droit, quelqu'un de très habile. Alors, mon ami Jean-Claude Désir, Tom Pouce, qui était vraiment un brillant pour ses dribbles d'ailleurs, pour ses tirs, et surtout, il anime, disons, l'attaque, il fait toujours partie, si vous voulez, de l'offensive lorsqu'on attaque une autre équipe. Il y a Mano Sanon, le grand Mano, celui qui a réalisé le but au cours du match Haïti-Italie, et brillant attaquant. Et il y a également Guy François qui joue au milieu du terrain et qui est très bien, tout à fait infatigable. Il y a le jeune Roger Sainville, jeune frère de Guy Sainville, qui a, disons, hérité, si vous voulez, certaines qualités de son frère aîné. Il y a Hassen Auguste, que l'on appelle Pépé, qui a joué à la défense. Wilner Nazaire, grand homme également, qui a joué comme défenseur. Il y a Mario et Fito Léon, qui ont joué comme défenseurs. Il y a Serge Ducos, que je reconnais très bien et qui faisait partie de l'Aigle Noir. René Vertus, ancien gardien de but, si vous voulez, du Racing, qui a rempli un rôle, qui a joué un rôle d'importance, si vous voulez, pour cette sélection de 1974. Charles Vaub, Pompon, qui a joué également. Edner Charles également. Formos Gilles, un grand défenseur du Victory, qui a participé également à la sélection. Et puis, alias le dernier, c'est Fritz André,
Plantin qui est de l'Aigle Noir et qui est un très bon joueur à la défense. Alors là, c'est un livre là qui se termine avec les photos des parents de Philippe Worb, monsieur et madame Jean Worb, parents de Philippe Worb. Philippe Worb, lorsqu'il était gosse, hein, très très jeune, il y a une photo de Joseph Aubin, notre grand avant-centre, Claudel Legros, un grand défenseur, Jean-Claude Désir, Tom Pouce, avec qui j'ai parlé récemment, dans le Allen Island, et puis la sélection de 1969, et puis après Philippe Worb qui tient le trophée du meilleur joueur de la CONCACAF, quelque chose qui s'est réalisé en 1971 à l'âge de 24 ans. Et puis il y a encore Philippe Worb, capitaine de la sélection haïtienne, face au Deportivo Conception. Et puis, il y a notre fameux Guy Sainville. Et finalement, une photo, malheureusement, les visages ne paraissent pas très, très clairement. C'est la sélection nationale 1973-1974. Et puis, ça se termine par une très belle photo du Violet Athletic Club en fait en 1977. Je crois que le Violet, à cette époque-là, a remporté la coupe, je ne sais pas quelle coupe également. Mais c'est un très bon livre. Je crois qu'il faudrait le recommander à tout le monde. Si c'était possible de l'avoir à New York, eh bien, je crois qu'il y aurait beaucoup, on se disputerait ce livre-là à prix d'or. De toute façon, ce livre-là a été publié en 2014 par les éditions C3 en Haïti et je demanderai peut-être à notre professeur Michel Soukar et également à Philippe Worb s'ils auraient des exemplaires parce qu'on s'intéresserait encore à ce livre. C'est un très beau livre qui nous a appris beaucoup de choses. Alors je dirais bravo Michel Soukar, bravo Philippe, vous avez fait un travail tout à fait remarquable. Eh bien voilà, ça nous amène à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi et c'est Franz-Antoine Lecomte qui vous dit merci et bonsoir.